Si je devais faire mes premiers 100 000 euros au poker en 2025, voici exactement comment je m'y prendrais. Je vais vous montrer toutes les compétences dont vous avez besoin et comment les acquérir pour monter votre bankroll à 6 chiffres. Et vous vous demandez peut-être, mais pourquoi faire confiance à ce mec? Pour vous donner un peu de contexte, voici mes résultats sur ma première année et demie à temps plein, en jouant des limites relativement basses entre la 1-2 et la 5-10. Depuis, je joue des limites plus chères et j'accompagne régulièrement des joueurs à atteindre leurs objectifs. Mais si je devais recommencer tout à zéro aujourd'hui, voici exactement les étapes que je suivrais. C'est parti. Pour atteindre 100 000 euros de profit au poker, vous avez besoin de maîtriser 4 piliers fondamentaux. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, il n'y a pas besoin d'être un génie. Pilier numéro 1, analyse de range et profil. Savoir contre qui vous jouez et quelle est la range de votre adversaire, c'est la fondation. Pilier numéro 2, se poser les bonnes questions. C'est une liste de questions à se poser à table qui nous permet de prendre des meilleures décisions et qui évite aussi de s'épuiser mentalement. Pilier numéro 3, un processus de réflexion répétable. En gros, c'est une liste mentale que vous devez suivre du pré-flop jusqu'à la river pour avoir une méthode de raisonnement complète et prendre les meilleures décisions dans les pots les plus importants. Et pilier numéro 4, c'est un plan d'études structuré. Parce que sans méthode et sans travailleur table, vous allez tout simplement répéter les mêmes erreurs en boucle et tourner en rond sans jamais pouvoir progresser. Évidemment, ces 4 piliers sont interconnectés. Négliger l'un d'entre eux, c'est un peu comme construire une maison sur des fondations bancales. Mais par contre, les maîtriser tous, c'est votre ticket assuré pour les 100 000 euros. Petite précision les gars, ce que je vous partage, ça s'appuie principalement sur mon expérience accumulée en cash game, que ce soit live ou online. Ce qu'on va voir, ça s'applique également pour du tournoi, j'ai fait en sorte de couvrir les aspects majeurs pour que vous puissiez réussir. Personnellement, j'ai choisi le cash game car je trouve que c'est un chemin plus direct pour se générer des revenus réguliers. Mais évidemment, chaque format a ses avantages et l'essentiel c'est que vous trouvez ce qui vous correspond le mieux. Bref, commençons avec le premier pilier, c'est parti. Par exemple, on joue de la 2-5 euros, on relance à 20 euros avec 10 et 9 suités au bouton, et un joueur récréatif en big blind décide de call. À partir de ce moment-là, on peut déjà retirer pas mal de mains de sa range, notamment toutes les mains comme paire d'as, paire de roi, paire de dames, qu'il aurait sûrement relancé. On peut aussi retirer les pires mains de sa range comme valet 3 off ou 8 et 4 dépareillés qu'il aurait déjà fold. Sa range ici, elle ressemble donc à peu près à ça. C'est une range très classique pour un joueur récréatif. On tombe maintenant sur un flop, 7-8-3 sans tirage couleur. Il check, et ici on a tirage quinte par les deux bouts et on peut déjà commencer à mettre un maximum de pression sur sa range. Je mise assez cher directement à 2 tiers pot, c'est environ 30 euros et il décide de call. Du coup, quelles sont les mains qui payent un sizing aussi cher? Un profil assez calling station va avoir tendance à très souvent payer une paire, un profil assez CS va avoir tendance à très souvent payer une paire au flop. Il a donc encore toutes les overpairs comme paire de valet, paire de 10, paire de 9, et on peut garder toutes les paires de 8, les paires de 7. Il a aussi tous les tirages quinte par les deux bouts, les ventrales comme 4 et 5, 6 et 4, 5 et 6, 10 et 6, 9 et 10, valet 9, valet 10. Sa range, elle ressemble donc à ça maintenant. Et c'est trop bien car on a déjà pu exclure énormément de mains. On peut aussi exclure assez souvent les meilleures mains comme les deux paires, brelan, qu'il aurait décidé de nous relancer une partie du temps. Mais aussi toutes les mains qui n'ont pas touché comme les overcards. Les mains comme As-10, As-Valet, Dame-Valet, Dame-10, Roi-10, etc. La turn tombe maintenant, c'est un roi de carreau et c'est une carte vraiment incroyable pour nous. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a quasiment aucun roi dans sa range. Les seules mains qui contiennent un roi, ce sont les rois 8, roi 7, qui font donc double paire à la turn, et ça représente vraiment très peu de combos. Ce qui est important, c'est de ne pas penser en termes de mains spécifiques, mais plutôt en groupe de mains qu'on appelle des buckets en anglais. Par exemple, le bucket des top pairs, le bucket des tirages, etc. En fait, on va aller à l'essentiel et pas trop dans le détail. Ce qui est important, c'est de suivre l'évolution de la range au fur et à mesure de l'action, et on doit garder cette range en tête. Par exemple, on ne peut pas leur attribuer des mains à la turn qu'ils n'ont en théorie plus au flop car elles avaient retiré de leur range, ça n'aurait aucun sens. Par exemple ici, on ne peut pas envisager qu'ils possèdent roi 10 car ils l'auraient fold au flop face à notre mise. Revenons maintenant à notre main. Du coup ici, on a deux options selon moi. Soit miser cher encore pour tout faire fold directement, on perd seulement s'il a deux paires ou brelan, mais c'est vraiment ridicule par rapport à toutes les mains qui vont fold. Soit on décide de continuer à miser pour lui faire mettre plus d'argent au milieu et bluffer encore à la river. Bon, on va jouer simple pour le bien de cette vidéo et on va tout simplement mettre énormément de pression sur sa range et envoyer un gros bet de la taille du pot pour faire tout fold. Le pot fait déjà 100 euros et je décide de miser 100 euros également et il fold directement. On voit ici sur le graphique qu'il peut nous call seulement avec 10% du temps avec les brelans et deux paires et que 90% du temps avec ses paires de 8, paires de 7 ou tirage, il va fold et donc on génère immédiatement du profit. Bon évidemment c'est facile avec le logiciel et la range face à nous, mais je vais te montrer maintenant comment est-ce que j'applique ça à table en direct sans pour autant avoir ce logiciel devant moi. Bon prenons un autre exemple. J'ai As5 suité au bouton, je relance à 20 euros et Big Blind un profil similaire décide de call. J'exclus donc à nouveau les meilleures mains et les pires mains de sa range. Je sais que sa range elle est d'environ 40 à 50%. Je te mets juste ici à quoi ça ressemble. On tombe sur un flop, valet 9-3 avec notre tirage couleur. Je décide de miser mi-pot et il call. Je peux donc très souvent exclure les meilleures mains comme paire de valet, paire de 9, paire de 3, également les mains comme valet 9.
Sa range, elle se compose donc principalement de paires de valets, de 9x et de tirage couleur et de tirage 4. Allons maintenant à la turn. C'est un 4 de pique qui fait rentrer notre flush. Il check et je décide de miser à nouveau petit à 35 € et il call simplement. Du coup, de la même manière, je sais qu'ici il a rarement une flush et il nous aurait relancé. Je peux aussi retirer certains 9x qu'il aurait fold maintenant. Sa range se constitue donc principalement de valet X, de tirage quinte ou des mains avec un pique comme dame 10 avec la dame de pique. Comme vous avez pu le voir, j'ai une approche très simple où je pense en termes de groupe de mains possibles, de mains qu'il n'a pas et je réduis sa range au fur et à mesure de l'avancée du coup. De cette manière, on avance dans le coup avec le plus de clairvoyance possible au vu des informations à notre disposition. Et comme tu peux le comprendre, pas besoin de logiciel, je peux faire ça directement à table. Bon, prenons un autre exemple. On joue de la 2-5 €, cette fois-ci j'ai paire de dames au bouton, je décide de relancer à 30 € face à un profil récréatif en blinde et il décide de call. Le flop tombe, roi dame 10 avec un tirage couleur à trèfle. Sur ce type de board, quelle est la percussion de sa range? En vrai, ici je pense que tu peux t'en douter, il a une percussion très forte. Pourquoi est-ce qu'on va parler de percussion forte? Déjà parce qu'il a beaucoup de mains fortes qui ont pu toucher. Il a des top pairs avec un roi X, des deux paires comme roi 10, roi dame, dame 10, brelan 10, des suites avec as valet et valet 9, des tirages quintes, des tirages couleurs, donc énormément de combinaisons possibles. Du coup, on a un intérêt avec notre main qui a énormément de value face à sa range, de bet cher pour faire call un maximum de mains. Les rois X ne vont de toute façon pas fold, les deux paires brelan vont nous raise et il va call tous ses tirages quintes et ses tirages couleurs. On est donc face à une range qui est inélastique face au sizing, c'est-à-dire qu'il va payer autant un bet mi-pot qu'un overbet 1,5 fois pot. La partie de range qui dans tous les cas n'a pas touché, comme par exemple paire de 7, paire de 8 ou des mains comme 5 et 6 ou 6 et 7 suités, vont fold quoi qu'il arrive selon le sizing. Il faut vraiment comprendre que c'est pas ce qu'on vise. On est assez deep et on veut pouvoir le déstacker et prendre tout son argent au plus vite. Je décide donc de miser à 100 € et il call. À ce moment, il a encore des rois X, des deux paires, peut-être même brelan 10 qu'il n'aurait pas relancé et tous les tirages quintes et les tirages couleurs. J'exclus déjà les quintes floppées de sa range, il aurait très probablement relancé à nouveau. La turn tombe maintenant, c'est un 2 de trèfle qui fait rentrer la couleur. Un autre exemple d'automatisme que j'utilise à table, c'est est-il capé? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'a plus de main forte à ce moment-là? Et là, tu te doutes bien que la réponse est non, car il peut encore avoir des flushs ici par exemple. Du coup, face à un profil assez honnête, j'ai envie de continuer à value ses top pairs, ses deux paires, brelan, et qu'il continue à payer. S'il nous relance, il aura probablement une couleur et on veut provoquer des raises chez lui pour avoir de la clairvoyance. Le pot fait déjà 260 € environ et il lui reste 450 € derrière. Je décide de miser à 100 € pour provoquer des raises et en cas de call, on va pouvoir probablement jam en value river car on sait qu'il n'aura pas de main plus forte que nous. Je mise 100 € et il call. À ce moment-là, j'exclus donc beaucoup de couleurs qu'il aurait relancé et donc on est face à une range qu'on domine complètement. La river maintenant est la doublette du 2, il check à nouveau et ici on veut prendre le maximum. On a 100% d'équité quasiment tout le temps ici et on fait donc all-in pour tout lui prendre et il nous paye assez vite et retourne roi 10 off. Bon, je vais te parler maintenant d'un autre exemple d'automatisme possible, c'est si par exemple je check, va-t-il m'indiquer la force de sa main avec son sizing ou tenter de stab en bluff? La réponse est oui dans cette situation. Je relance paire de 7 au cutoff et un profil agressif au bouton décide de call. On est donc en heads up sur un flop roi 7-3 avec un tirage couleur. Ici, j'ai un intérêt à checker car c'est un profil qui va bet énormément, que ce soit en bluff ou en value, donc je suis content de le laisser mettre l'argent au milieu de lui-même. Je check et il décide de miser 3 carpos. Ici, on sait qu'il a probablement une main forte et qu'il ne va pas savoir folder. On relance donc assez cher pour maximiser notre value. Bon, cette fois, scénario un peu différent, on est face à un profil passif. On joue avec la même main et on tombe sur le même flop. On se pose donc la même question, va-t-il stab en bluff ou indiquer la force de sa main si je check? Cette fois-ci, la réponse est probablement non, vu que c'est un profil passif. On va donc plutôt miser de nous-mêmes, car dans tous les cas, il va check back trop souvent, il ne va pas forcément miser des mains à tirage ou des mains comme paire de valet, paire de 10. On est donc content de faire grossir le pot de nous-mêmes. Il ne s'agit que d'exemples, mais je pense que tu as compris l'idée. On veut se simplifier au maximum les stratégies et économiser de l'énergie au table. Car ce qui est bien, c'est que dans toutes les situations, tu as une idée globale de ce que tu dois faire. Évidemment, j'ai bossé et mis en place différentes cartes mentales pour avoir des automatismes dans toutes les situations à table, car on ne fait pas les choses au hasard. Si tu veux en savoir plus et bosser avec moi, tu peux réserver gratuitement un appel en cliquant sur le lien juste en dessous en description. Bon, prenons un exemple. J'ai paire de dames en début de parole sur une table, cette fois-ci passive et calling station. Mon objectif sera ici donc de faire grossir le pot et de prendre un maximum de value post-flop. Je vais donc
donc relancer cher préflop. On est sur de la 2-5 € et je relance à 30 €. Big Blind, qui est un joueur récréatif, passif et CS, décide de call. On arrive désormais au flop et on va se pencher sur l'étape d'après, la première attaque. Voici la suite de questions qu'on veut se poser et tu verras, c'est assez facile à définir. La première question, c'est quelle est la percussion de leur range sur ce flop? Ici, on doit définir entre forte, moyenne ou faible. Gardons notre exemple avec paire de dames, on tombe sur un flop 4-4-2 sans tirage couleur, et ici, il a très peu de mains fortes possibles dans sa range, on va donc considérer que la percussion est faible. Au contraire, sur un flop Roi-Dame-10 avec un tirage couleur, on peut estimer que la percussion de leur range est assez forte. Ensuite, on se demande quelle est la force de ma main, et on va la diviser en 3 catégories, value, défense ou bluff. Pour être en value, on va avoir au moins 55% d'équité face à la range adverse. Pour être dans un scénario de défense, c'est lorsqu'on a une main moyenne qui n'est pas assez forte pour miser en value, mais qui pour autant est trop forte pour bluffer maintenant ou abandonner. Et un scénario de bluff, c'est quand on a en général très peu d'équité et que notre potentiel de gagner la main à l'abattage est très faible, voire inexistant. En fonction de ces informations, on va se poser la question, qu'est-ce que je cherche à accomplir ? Faire grossir le pot, faire fold un maximum de mains, etc., etc. Par exemple, dans cette main, j'ai valet 10 suité au bouton, je décide de relancer à 20 €, big blind call et on tombe sur un flop 7-8-9 avec un tirage couleur. Ici, la percussion de range adverse, elle est assez forte. Je suis dans un spot de value. Mon objectif, ça va être de faire grossir le pot au maximum. Sur ce type de board, il y a pas mal de deux paires, brelan, tirage quinte, tirage couleur et les turns vont souvent grandement changer les équités. Je veux donc maximiser ma value. Je décide donc de miser la taille du pot. Et on va vouloir se poser les mêmes questions turn et river, mais on va s'ajouter une question quand on passe de la turn à la river, c'est est-ce que c'est une carte qui change grandement les équités ? Si la couleur rentre par exemple ou que la turn est la doublette de la top pair. Et voici un processus donc simple et efficace pour avoir un plan de jeu cohérent sans trop d'efforts. Pour récapituler, voici notre méthode. Pré-flop, on va se poser les questions suivantes. Quelle est ma main? À quelle position je suis? Quel type de table il s'agit? CS, passive ou agressive? Qu'est-ce que je cherche ensuite à accomplir? Une fois arrivé au flop, on va se poser les questions suivantes. Quelle est la percussion de leur range? Forte, moyenne ou faible? Ensuite, quelle est la force de ma main? Value, défense ou bluff? Et ensuite, qu'est-ce que je cherche à accomplir? Et ensuite, par rapport à ça, on va définir un plan d'action. Une fois arrivé à la turn, on va se rajouter la question, est-ce que la turn change grandement les équités? Typiquement, si la couleur rentre, une doublette de la top pair ou une quinte. Une fois qu'on s'est posé cette question, on va reprendre le même processus qu'au flop, c'est-à-dire quelle est la percussion de leur range, quelle est la force de ma main et ensuite qu'est-ce que je cherche à accomplir. Une fois arrivé à la river, c'est exactement la même chose. On se pose la question, est-ce que la river change grandement les équités? Quelle est la percussion de leur range? Quelle est la force de ma main? Et qu'est-ce que je cherche à accomplir? Bon, on va prendre un nouveau spot et je vais te montrer comment j'applique cette méthode du pré-flop jusqu'à la river. On joue de la 2-5 €, on va se poser la question, quelle est ma main? On voit que ici j'ai dame 8 suité. La position, je suis au bouton. Quel type de table il s'agit? Je suis plutôt sur une table passive et CS. Qu'est-ce que je vais chercher à accomplir ici? L'idée, ça va être de relancer pour jouer le joueur récréatif en big blind qui va trop souvent call, passer 3 bêtes et on va pouvoir jouer en position contre lui. Je décide donc de relancer à 20 € et il call. Le flop tombe, roi 6-5 sans tirage couleur. La première question qu'on se pose si tu m'as suivi, c'est quelle est la percussion de leur range? Et ici, sa percussion, elle est plutôt moyenne, voire faible. Il peut avoir des rois X, des tirages quintes, mais c'est à peu près tout. Ensuite, on va se poser quelle est la force de ma main. Je n'ai pas du tout touché le board, je ne suis pas dans un scénario de value, ni de défense, mais plutôt de bluff. Et ensuite, qu'est-ce que je cherche à accomplir? Je suis face à un profil honnête, je vais plutôt checker en position et aviser sur la turn. S'il check à nouveau, j'aurai l'information qu'il n'a pas de main forte et j'aurai un bluff très profitable. S'il miss turn, on avisera selon son sizing et la turn pour voir si on transforme en bluff ou pas. On décide donc de checker. La turn est un 2 qui ouvre maintenant un tirage couleur et il check à nouveau. Est-ce que la turn change les équités? La turn ici, elle va pas vraiment changer grand chose. Ça ne fait pas entrer de main forte dans sa range, pour autant ça peut éventuellement lui ouvrir des tirages couleurs. Et on reprend ensuite le même processus qu'au flop, c'est-à-dire quelle est la percussion de leur range. Ici en l'occurrence, plutôt faible, ça n'a rien changé. Quelle est la force de ma main? Toujours en bluff, on n'a pas du tout amélioré. Qu'est-ce que je cherche à accomplir? Ici, j'ai envie de me préparer un bluff en 2 street dans la mesure où je sais qu'il a très peu de mains fortes. Je peux miser petit pour faire call des mains comme paire de 7, paire de 8, paire de 9, paire de 10, des tirages et lui faire fold toute cette range river. Je mise donc mi-pot et il décide de call. La river est un valet et il décide de checker à nouveau. C'est exactement la même chose et le même processus.
est-ce que la river change les équités? La river ne change vraiment pas les équités, ça ne fait pas rentrer de main forte dans sa range. Ensuite, quelle est la percussion de sa range? Faible, ça n'a rien changé. Quelle est la force de ma main? Toujours en bluff, on n'a vraiment pas amélioré. Et qu'est-ce que je cherche à accomplir? Ici, j'ai envie de garantir le fold de ces mains moyennes et faibles, des mains comme cité précédemment, donc paire de 8, paire de 9, paire de 10 par exemple, des tirages quintes, des tirages pull-up. Je décide donc de miser un size qui fait fold toute cette range. J'envoie un bet à 3 quarts pot, je pense avoir un bon risque récompense qui va garantir qu'il fold les mains citées plus tôt et je vais pas énormément perdre si jamais il a touché cette river. Il fold et on remporte donc ce coup. Comme tu peux le voir, on a constamment une idée globale et structurée tout au long de la main. On applique cette lecture de range, cette adaptation face au profil et tout ça avec un plan d'attaque pour prendre les meilleures décisions possibles. Évidemment, des fois on va se tromper, ça fait partie du jeu, mais mieux vaut avoir un mauvais plan que pas de plan du tout. Au poker, vous êtes le patron de votre propre entreprise. Votre productivité égale votre profit. Votre capital, eh bien, c'est votre bankroll. Et le seul responsable de vos résultats, eh bien, c'est vous. Les joueurs qui échouent improvisent et ceux qui réussissent ont un plan structuré, point final. On va maintenant voir ensemble une idée de plan pour les joueurs qui sont investis à 100% à temps plein au poker, mais aussi pour ceux qui ont un travail ou des obligations à côté. On va maintenant voir les critères majeurs ensemble, c'est parti. Fixez les objectifs qui comptent. Oubliez les objectifs de gain, c'est très clairement la pire erreur. Concentrez-vous plutôt sur le nombre de mains productives à table par semaine, le nombre d'études ciblées, ainsi que les mains analysées. L'argent suit automatiquement les bonnes décisions. Fixez votre système, respectez-le et suivez-le religieusement, étape par étape, semaine après semaine, c'est non négociable. L'arme secrète, votre cercle d'influence. Les joueurs médiocres jouent seuls, les champions bâtissent leur réseau. Trouvez votre cercle de joueurs pour échanger sur vos mains régulièrement. C'est votre avantage compétitif le plus puissant. Si vous n'en avez pas, vous pouvez rejoindre mon Discord, je vous mets le lien juste en dessous en description. Soyez coachable ou restez médiocre. La qualité numéro 1 des joueurs qui atteignent les plus de 100 000 € de profit, c'est qu'ils mettent leur ego de côté. Être coachable, ça signifie aussi admettre qu'il y a toujours meilleur que soi. Se faire challenger sans se braquer et se mettre sur la défensive, et se former de manière continue. Je continue moi-même de me faire coacher même après mes 100 000 € de profit. Le poker, c'est un domaine qui évolue constamment, c'est soit vous évoluez avec, soit vous disparaissez. Votre corps, c'est votre outil de travail. La performance mentale, ça exige un sommeil de plus de 7 heures par jour de qualité, faire du sport de manière régulière, mais également d'avoir une alimentation saine qui soutient votre concentration. Imaginez un boxeur qui s'apprête à monter sur le ring en ayant fait une nuit blanche la veille, en ayant bu de l'alcool et qui ne s'est pas entraîné pendant plusieurs jours. Eh bien, c'est exactement ce que font 90% des joueurs qui ne réussissent pas. Vous voulez être dans les 5% qui réussissent? Eh bien, traitez votre corps comme un instrument de précision qu'il est. Prenons maintenant un plan d'action pour un joueur à temps plein qui dédie 100% de son énergie au poker. Au minimum, 35 heures de grind par semaine, c'est-à-dire 5 sessions de 7 heures minimum. Une étude du jeu d'au moins 7 heures par semaine, c'est en moyenne 1 heure par jour de travail hors table. Également, c'est se fixer un thème par semaine, ça peut être notamment les lines de value, les lines de bluff, les spots de défense, etc. etc. Et une routine sportive d'au moins 3 fois par semaine. Prenons maintenant un plan d'action pour un joueur qui a déjà un travail, une famille, des obligations à gérer et qui souhaite gagner plus d'argent au poker, mettre de l'argent de côté ou tout simplement se payer des vacances pour l'été. On va vouloir se fixer un certain nombre d'heures par semaine dans la mesure du possible. Ce que je te recommande, c'est d'avoir 16 heures par semaine, c'est-à-dire de grind 2 fois le vendredi et le samedi par exemple. Une étude du jeu 4 heures par semaine, ça peut être 30 minutes, 1 heure par jour. Ce qui compte vraiment, c'est de le faire. Et également se fixer des thèmes de travail à chaque fois. Ce qui compte, et j'insiste, c'est d'être réaliste sur vos objectifs. Par exemple, je n'ai pas l'ambition de devenir le meilleur joueur du monde. Si c'était le cas, je me fixerais au minimum 50 heures de grind par semaine, 30 heures d'études du jeu hors table, et je ne serais pas là en train de faire des vidéos sur YouTube. Ce n'est pas mon objectif et je n'ai pas envie de mettre de côté certains aspects de ma vie, et donc je mets en place un plan d'action cohérent en accord avec mes objectifs. Et je vous invite à faire de même. Évidemment, si vous avez une famille, un travail, ça n'aurait pas de sens de se fixer 50 heures de grind par semaine. Au contraire, si vous ambitionnez de devenir parmi les meilleurs joueurs du monde, eh bien ça n'aurait pas de sens de vous fixer 20 heures de grind. Vous l'aurez compris. Ce qui compte, c'est vraiment de vous fixer des objectifs cohérents et réalistes et de vous y tenir quoi qu'il arrive. Ce dont vous n'avez pas besoin pour gagner 100 000 € au poker. Avoir une grosse bankroll de départ, c'est un mythe. L'obsession de la bankroll, c'est très clairement le gros piège chez les amateurs. La vérité est montée en compétence d'abord. Vous n'avez que 50 €, 100 €, peu importe. Commencez en micro-limite, votre bankroll suivra votre montée en compétence. J'ai commencé moi-même avec moins de 1000 € de côté alors que je servais encore des frites au KFC pour un SMIC. J'ai connu des downswings bien sûr et tu vas en connaître aussi, ce n'est pas la question. Mais c'est la persistance qui te permettra de bâtir cette bankroll, de monter progressivement jusqu'à ces 100 000 €. Le secret, c'est étape par étape, les compétences d'abord, l'argent ensuite, jamais l'inverse. Passons maintenant à la conclusion de votre chemin pour atteindre ces 100 000 € de profit. Pour gagner 100 000 € au poker, la formule elle est simple mais elle est implacable. Dans un premier temps, maîtrisez l'analyse de range et les profils.
savoir comment jouer contre vos adversaires. Deuxième point, c'est les automatismes décisionnels et se poser les bonnes questions pour prendre des meilleures décisions. Troisième point, un processus de réflexion répétable. En gros, c'est votre GPS dans tous les spots. Quatrième point, un plan d'études structuré. C'est l'arme secrète des pros que personne ne voit. Vous êtes maintenant face à une décision qui changera votre jeu pour toujours. Selon moi, il y a deux routes possibles. La première, c'est la route longue. Tout ce que je vous ai partagé, ça fonctionne. Ces 4 piliers fondamentaux, ça vous garantit de monter ces 100 000 euros de profit. Ça, il n'y a aucun doute. Mais soyons francs, ça prendra beaucoup de temps, des milliers d'heures d'études et des erreurs très coûteuses qui peuvent monter jusqu'à des dizaines de milliers d'euros. L'autre chemin, c'est la voie rapide. Faire ce que font les joueurs intelligents, c'est-à-dire capitaliser sur l'expérience de quelqu'un qui a déjà parcouru ce chemin. Cliquez maintenant en description pour réserver votre appel stratégique avec moi de 30 minutes. C'est gratuit et je vais t'expliquer exactement ce qu'on va faire. Je disséquerai votre jeu actuel pour repérer les erreurs majeures et les leaks que vous avez à l'aide d'un test technique. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, vous pouvez voir mon challenge actuel où j'ai commencé avec 100 euros et je vais monter à 100 000 euros, tout ça en live devant vos yeux en utilisant exactement les stratégies que je vous ai partagées. On a commencé avec 100 euros et on est déjà à plus de 2000 euros de bankroll en jouant des micro-limites en seulement quelques heures. À chaque fois que vous retardez votre décision, ça vous coûte de l'argent. Et je dis pas ça pour créer une fausse urgence, c'est mathématique. Voici les 3 actions que vous devez faire dans les 60 prochaines secondes. Cliquez sur le lien en description pour réserver votre appel avec moi. Deuxième temps, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et voir la stratégie que je mets en place. Dans un troisième temps, commentez le pilier que vous souhaitez implémenter dès aujourd'hui. Les places, elles sont attribuées par ordre d'arrivée. Première arrivée, premier servi. Et les places, elles vont disparaître très rapidement d'ici quelques heures. Évidemment, moi je suis prêt à aider ceux qui sont là pour agir. Êtes-vous des nôtres ou pas? C'est ça la vraie question.